Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous et bonjour Jean Lepez. Bonjour. On vous a reçu il y a peu de temps pour votre biographie magistrale de Heinz Guderian et il se trouve que dans cette biographie de Guderian, le maître des Panzers, le maître de l'arme blindée allemande de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un chapitre 3 qui s'intitule Balticum avec un point d'exclamation qui nous a beaucoup intéressés. On s'est dit que ce serait un bon moyen d'entrer dans un conflit méconnu. C'est cette série que l'on fait ensemble dans le fil de l'épée. Ces conflits oubliés, méconnus, en tout cas du grand public français, parce que l'année 1919, au bord de la mer Baltique, c'est une année de conflits extraordinairement intense et confus, auquel Guderian a participé. Ouais, c'est un peu un spin-off à la fois du livre, de l'épisode, et puis c'est aussi un peu un spin-off de la Première Guerre mondiale, dans une certaine mesure. Un épisode dont, en fait, en y réfléchissant, je me disais, j'ai aucune image. Si, peut-être la fin de Capitaine Conan, la dernière scène de Capitaine Conan. Oui, mais c'est côté bulgare. Donc oui, mais bon, ouais. c'est cette idée que c'est une guerre dont, en fait, elle ne se termine pas quand on pense qu'elle se termine. Et bon, il y a comme... Bon, alors peut-être replaçons quand même le contexte. C'est une armée allemande qui s'effondre, ouais. Et de l'autre côté, une armée soviétique qui progresse, et il y a tous ces territoires qui sont un peu entre deux, dont on ne sait pas exactement dans quelle escarcelle ils vont tomber, et tout ça se place autour de cet espace dont l'identité est débattable, qui est une identité slave, certainement, balte, pour certains un peu allemande, pour certains c'est les limites de la germanicité, donc peut-être expliquez-nous de quelle manière, en fait, les uns et les autres conçoivent cet espace-là. C'est très touffu, je ne sais pas par où prendre la pelote, mais géographiquement déjà, donc, on a un espace sur les bords de la mer Baltique, depuis 30 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg, jusqu'à la Prusse orientale. On a un espace qu'on appelle l'espace balte, du nom des populations qui l'habitent depuis au moins le néolithique, et qui a vu son destin profondément marqué par l'irruption d'un élément germanique dans la région, les chevaliers teutoniques et les chevaliers porte-glaives, mais aussi d'un élément commercial germanique, la Hanse. Pour tous ceux que ça intéresse, rappelons qu'on a fait un épisode exactement sur toute l'histoire des chevaliers teutoniques avec Sylvain Guggenheim il y a quelques mois, juste avant l'été dernier. Ce qui laisse un résidu sur ces régions, c'est que les villes sont fondées par les Allemands, l'économie est tenue par les Allemands, et les Allemands tiennent la terre. La terre appartenait aux ordres monastiques. Quand ces ordres monastiques sont sécularisés, il se forme une classe de nobles qu'on appelle les barons noirs en français. En allemand, c'est des Deutschen Balt, les Baltendeutsch, pardon, les Allemands de la Baltique, qui restent sur place, qui souvent d'ailleurs parlent russe ou letton, mais qui sont les maîtres, vraiment les maîtres, jusqu'au XVIIIe siècle, où là c'est la Russie, c'est Pierre le Grand d'un côté et Catherine II qui finit d'enfoncer le clou, mettent la main sur cette région balte, mais conservent cette structure allemande. Donc on se retrouve avec une sorte de monde d'ilotes, c'est-à-dire de paysans sans terre, dominé par une aristocratie à la campagne entièrement germanique, des véritables Allemands, les barons baltes qui tiennent tout. Et dans les villes également, vous avez le commerce, la vie intellectuelle, tout est entièrement tenu par ces Allemands de la Baltique. Le tsar s'en accommode à partir du moment où ces gens-là, qui ont droit de vie et de mort sur tous les Baltes, où ils font régner l'ordre et où ils se montrent, ça c'est important, d'une grande fidélité au tsarisme. D'ailleurs, leur spécialité, c'est de donner des grands généraux à l'armée du tsar. Napoléon a été battu par Buxhoven et surtout par Barclay de Tolly. Barclay de Tolly qui est un baron balte, c'est vraiment lui qui a eu l'idée géniale qui va amener Napoléon à sa chute. L'invasion de 14 de l'Allemagne s'est faite par un officier russe qui s'appelle von Rennenkampf. C'est pas très russe comme nom, non, c'est balte. Donc il donne vraiment
beaucoup d'officiers pour manifester leur fidélité à la couronne. Et puis, le 19e siècle arrive avec ses transformations prodigieuses et ils vont complètement fissurer ce système. C'est qu'on voit d'un côté apparaître une conscience nationale balte et une petite bourgeoisie balte qui évidemment va réclamer ses droits, dire nous on voudrait participer aux affaires, le servage va être aboli, petit à petit les barons baltes vont être contraints par le pouvoir russe de lâcher un petit peu du mou, de donner un peu voix au chapitre à ces gens-là, et puis il y a une vague d'industrialisation extrêmement puissante, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, Riga devient la 3e ville industrielle de l'Empire russe. La 3e ville industrielle, elle passe de 50 à 500 000 habitants en 40 ans. C'est la tête mondiale du commerce du bois. C'est une ville industrielle où on fait tous les wagons pour l'Empire russe, avec à la clé, évidemment, un prolétariat. Donc, d'un côté, vous avez dans le monde des campagnes un mouvement national, petits bourgeois et paysans, qui rêvent d'une existence d'une Estonie, d'une Lettonie, d'une Lituanie, et puis de l'autre, vous avez un prolétariat industriel qui, lui, rêve de socialisme. Tout ce petit monde est en conflit, et le conflit prend une dimension colossale en 1905, avec la Révolution, où là, on s'aperçoit que les Lettons sont, parmi les peuples russes, les plus gagnés à la social-démocratie. Plus que les Russes. Là, alors, chez eux, ça prend une dimension apocalyptique, ce soulèvement de 1905, puisque c'est une jacquerie et c'est une guerre ethnique. On tue, on pond, on viole, on écartèle, on brûle les châteaux des barons baltes, ces Allemands détestés qui oppriment depuis tant d'années. C'est vraiment... Et la répression est à la mesure. La répression est terrible, vraiment d'une violence incroyable. C'est 5 à 6% de la population qui disparaît. Nulle part on a ça. Donc ça ne va faire que conforter évidemment la haine des barons baltes et le passage de la petite bourgeoisie vers les aspirations nationales et de la masse du prolétariat vers un socialisme carrément de type bolchevique. 1914, le grand tournant. Les Russes essuient des défaites dans la partie nord du front, ils ratent leur invasion de la Prusse orientale, les Allemands contre-attaquent, ils occupent la Lituanie et ils occupent la moitié de ce qui va devenir la Lettonie, jusqu'à Riga, donc jusqu'au fleuve Dvina qui coupe le pays en deux. Isolant au sud une région qu'on appelle la Courlande et au nord une région qu'on appelle la Livonie, avec au milieu l'énorme masse de Riga. Cette guerre est atroce. Je veux dire, si dans la Seconde Guerre mondiale, le peuple martyr, pour moi, par excellence dans les terres de sang, c'est les Biélorusses, dans la Première Guerre mondiale, c'est les Lettons. Le pays a été complètement ravagé parce que la guerre s'est déroulée sur son sol. Riga a perdu les 3/5 de sa population. Le tiers de la population, 2,5 millions, il y a 800 000 personnes qui sont déportées ou déplacées vers l'intérieur de l'Empire. Dans leur retraite, les Russes vont faire ce que fera Staline quelques années plus tard, ils démontent la totalité de l'industrie. Ils détruisent les voies de chemin de fer. La famine se déclare dans un peuple la disette que les prélèvements allemands vont transformer en famine. Les pertes sont absolument gigantesques. Une grande partie des jeunes hommes part à l'armée aux quatre coins du front et font de ce pays véritablement un martyr. Les Allemands s'emparent assez tardivement de Riga, je crois que c'est en juillet 17, donc après la prise de pouvoir de la diarchie soviète de Saint-Pétersbourg et gouvernement provisoire. Et alors on s'aperçoit, au moment de l'installation de cette diarchie à Saint-Pétersbourg, on s'aperçoit que spontanément, la moitié de la Lettonie qui n'est pas occupée par les armées allemandes passe au bolchevisme, mais sans violence. Il y a même une république que personne ne connaît qui s'appelle Iskolat, qui est une république lettonne d'ouvriers et de paysans qui va exister de façon donc avant la révolution bolchevique. Et ça aussi, on ne le dit pas assez, mais quand Lénine fait son coup d'État à Petrograd en octobre 17,
mais c'est les Lettons qui donnent leur appui à cette République soviétique, puisqu'ils ont déjà la leur. Je dirais même plus, c'est que les hommes qui gardent l'Institut Smolny, ce sont les fusiliers lettons, c'est la garde personnelle de Lénine. Ces fusiliers lettons, c'est eux qui vont sauver une deuxième fois. Ça, c'est le truc le plus fou, ça. La révolte des SR de gauche à Moscou en juillet 18, c'est les Lettons qui viennent l'écraser. Donc c'est vraiment le fer de lance de la révolution bolchevique. Mais en même temps, se développe ce mouvement nationaliste beaucoup plus tourné vers l'Occident. La révolution d'octobre, les bolcheviks demandent la paix. On ne va pas rentrer dans la discussion de Brest-Litovsk. En tout cas, Trotsky faisant obstruction, ça amène les Allemands à attaquer à nouveau en février 18. Et là, ils s'emparent de la totalité de la Lettonie, qui passe sur leur joug, évidemment, ce qui bloque le développement de la bourgeoisie nationaliste, qui était menée par un monsieur qui s'appelait Ulman Lis, qui est leur grand homme, qui sera président du Conseil un peu plus tard, et laisse la voie libre au développement du bolchevisme qui s'y connaît très bien en matière d'organisation souterraine et subversive. Donc les Allemands occupent la totalité du pays de février à 11 novembre. Le 11 novembre 18, tout s'effondre. Alors ça, c'est un point qu'il faut rappeler qui est très important, c'est le fait qu'on est dans ces espaces à l'Est, que les Allemands, au début 1918, pensent avec certitude avoir gagné, et gagné militairement, et donc ça leur appartient, et on a déjà, vous l'avez dit, un imaginaire de l'Est baltique, et pas seulement, mais la Baltique en fait partie de cet imaginaire germanique de « ces terres nous reviennent ». Absolument. Et puis le 11 novembre, il y a, pour les élites nationalistes allemandes et l'armée, l'idée que la guerre est perdue, on a été trahi par la Révolution, et on va devoir céder tout ce qu'on avait conquis à l'Est, tout ce qui nous revient, on l'a gagné, et on va devoir le céder. Oui. Alors ça, c'est insupportable. Donc c'est non, donc c'est nein. Vous avez dans l'armée allemande cette idée que, non, peut-être à l'Ouest, on est obligé de céder devant la force supérieure des Alliés, mais à l'Est, on a des cartes à jouer. Et c'est là qu'intervient tout le processus extrêmement complexe de la guerre d'indépendance de la Lettonie, parce que si vous permettez, on va se recentrer sur la Lettonie exclusivement. Donc là, joue un facteur supplémentaire, c'est que la révolution bolchevique éclate, donc les Allemands sont défaits. Les préliminaires, dans les conditions d'armistice que les Allemands signent avec Foch, il y a un article 12 qui est très intéressant, qui dit, bon, à l'Ouest, vous évacuez tout ce que vous occupez, vous revenez à vos frontières de 14, mais pas à l'Est. À l'Est, oui, à l'Est, Foch dit, on a besoin de vous, messieurs les Allemands, mais c'est dit, restez jusqu'à ce qu'on vous dise de partir. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les Allemands, mais on aime encore moins les Soviétiques. Voilà. Donc, alors, restez pour, évidemment, faire obstacle à l'armée rouge. Donc, les Allemands sont assez surpris de cette évolution, mais tout à fait satisfaits, sauf que leur armée se délite complètement. La 8e armée allemande, elle est complètement noyautée par ceux qui deviendront les spartakistes. Tous les jours, il y a des émissaires bolcheviques qui passent. Bref, elle se désagrège. Et quand l'armée rouge passe à l'offensive, en décembre 18, une armée rouge qui est composée, allez, on va dire, de 2 tiers de Lettons bolcheviques et d'1 tiers de Russes. Je cite juste l'article 12 de l'armistice de 1918. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires. Ouais, tout est dit. Tout est dit. Restez là, messieurs, et on sait très bien pourquoi, évidemment. Alors, donc, l'assaut bolchevique, c'est tout à fait étonnant, mais en réalité, cette armée allemande, elle se délite. Ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Les seuls qui les tiennent un peu, c'est une toute petite armée qu'a monté le gouvernement bourgeois d'Ulman Lis et une unité très particulière, la Landwehr Balt, qui est issue du monde des barons noirs. Donc des barons baltes, les propriétaires de grands domaines, eux, ils ont parfrenié leurs hommes les plus proches, et ce sont des hommes habitués à la guerre. Ils montent une sorte de milice armée auquel les Allemands donnent beaucoup d'armes, alors qu'ils n'en donnent pas du tout à la petite armée nationale lettonne. Donc cette Landwehr, elle résiste, mais elle n'est pas assez forte, donc tout le monde recule, c'est un peu la pagaille. Ils abandonnent Riga, les Soviétiques prennent Riga, les Allemands se réfugient dans une petite enclave autour du port de Libau, qui c'est Liepaja, aujourd'hui en Lettonie, et Windau, Windpils, au nord, où ils tiennent 2 petites enclaves de rien du tout. Mais c'était tout ce qui leur reste. Les bolcheviks occupent la totalité du pays, mais en fait, ils sont eux-mêmes incapables de conquérir
par leurs propres moyens la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Ils ne sont pas capables, d'autant plus qu'ils commettent toutes les erreurs. Et ils en commettent notamment 2 absolument gigantesques. La première, c'est non pas de distribuer la terre aux petits paysans, qui est le rêve de toujours de cette paysannerie balte, a toujours été privée de terre par les barons noirs, mais ils nationalisent la terre et ils créent immédiatement des grands ensembles de type, ce qu'on appellera plus tard des kolkhozes, des sovkhozes. C'est vraiment un désastre, ils s'aliènent la paysannerie dans un pays qui est encore en majorité paysan. Et la deuxième erreur, c'est de déclencher une gigantesque campagne d'athéisme et de liquider des centaines de pasteurs luthériens. Car cette région est profondément luthérienne. C'est la seule chose qu'ont en commun les barons baltes avec leur sujet letton. Et pourquoi c'est grave? Après tout, ils l'ont fait avec le clergé orthodoxe en Russie, ça leur a rapporté beaucoup de dividendes. C'est parce que ce clergé balte n'est pas assimilé par les Baltes à l'ignorance et à l'obscurantisme. Au contraire, puisque, tenez-vous bien, l'Estonie et la Lettonie sont les 2 pays les plus alphabétisés en Europe à l'époque. Les femmes à égalité avec les hommes. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le luthérianisme, l'accès direct au texte saint, donc à la Bible. Donc là, si vous voulez, c'est ces 2 erreurs absolument colossales qui vont faire tourner et qui vont faire que les bolcheviks vont perdre tout soutien. Alors, pendant ce temps, les Alliés, très inquiets, laissent faire les Allemands. Les Allemands se disent, tiens, on a un truc à jouer. Tant que on va essayer de reconquérir, comme l'a dit André, on va essayer de reconquérir la totalité des pays baltes, c'est-à-dire retrouver ce Balticum, qui sera un peu une sorte de compensation à la défaite à l'ouest. Qui sait, ça pourrait peut-être même amener l'Allemagne à refuser le traité de Versailles et à rentrer dans la guerre à nouveau. Qui sait, c'est la position d'Auguste Wienig, celle à laquelle Guderian adhérera. On va même provoquer une scission de l'Allemagne, créer une Allemagne à l'ouest qui va accepter le traité de Versailles, et puis une Allemagne à l'est de l'Oder qui, elle, va la refuser. Ça, c'est fantastique comme projet. Ah ouais, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde marche dans le haut commandement. Tout le monde marche, à part quelques esprits comme Zeck, von Zeck, qui va balayer tout ça au bout d'un moment. Vous déconnez complètement, quoi. C'est pas possible. Donc, on a ces Allemands qui vont jouer un double jeu avec la complicité des socialistes à Weimar, il faut quand même le dire. Schneiderman, Noske, ils sont d'accord avec ça. Ok, très bien, allez, victoire de compensation, on va remettre les barons baltes au pouvoir et on va reprendre une région qui nous appartient de facto. Avec, du coup, une promesse qui est faite pour attirer les Allemands là-bas, qui est magnifique. Ça joue un rôle énorme. C'est intéressant parce que c'est le rejeu aussi des Teutoniques, c'est-à-dire la promesse de la colonisation. La promesse que là, il y a de l'espace où on pourra s'implanter. C'est la promesse par le gouvernement letton anti-bolchevique qui dit il nous faut des Allemands et on leur donne la terre. Voilà. Et que, du coup, en 19, il y a des milliers d'Allemands qui partent sans relais et qui partent parce qu'on est déjà dans cette croyance allemande wir sind ein Volk ohne Raum. Nous sommes un peuple sans espace. Nous sommes nombreux, mais nous n'avons pas l'espace. L'espace, il est là, il est à l'est, et ils ne voient pas qu'il n'y a pas de folk pour eux dans cet espace. C'est un espace vide, c'est une entité géopolitique. Il n'y a pas d'humain. Donc c'est pour eux. Mais le problème, c'est que leur armée s'est complètement débandée. Et puis la petite Landwehr des barons baltes, elle ne peut pas tenir. Donc ils font appel, ce que vous avez déjà indiqué, ils font appel à des corps francs. Ces corps francs qui viennent, qui accourent par milliers parce qu'on leur promet... ce pauvre Ullmann List, le président du conseil de la petite République lettonne, il ne peut pas faire autrement que de dire oui. Donc il passe un pacte avec les Allemands. D'accord, tous ceux qui viendront nous aider à titre individuel pourront recevoir la nationalité lettonne. Très bien. Et les Allemands ajoutent dans la réclame qu'ils font dans le Reich, et ils auront un domaine. Ce que Ullmann List n'a jamais promis, mais ce que les rabatteurs des corps francs vont crier urbi et orbi. Donc on a des milliers d'hommes de tout. C'est des officiers, des sous-officiers, beaucoup de jeunes qui ont été déçus de ne pas pouvoir faire leur guerre mondiale comme leur père, des gens qui sont du sous-prolétariat qui est attiré par la promesse de terre et d'un monde nouveau. Enfin, c'est tout l'idéal colonial qui ressurgit, donc qui viennent peupler ces corps francs. Alors,
Oui, on dit beaucoup que les corps francs, c'est des sortes d'unités charismatiques autour d'un chef, que ça ressemble à l'armée sans être tout à fait l'armée, que c'est un type de formation particulier. Ils ont une discipline militaire, mais c'est vrai que c'est un organisme extrêmement particulier. Mais vous écrivez quelque part dans votre biographie de Guderian que je ne sais plus quel observateur dit « Ouais, alors ça ressemble quand même essentiellement aux bandes de soudards de la guerre de 100 ans. Certes, il y a une philosophie militaire, enfin bon, quand on regarde un peu de près, c'est pas... C'est Erdmond Salomon qui dit ça dans Les Réprouvés, mais je crois qu'il a un peu poussé. En tout cas, c'est pas vrai de la division dans laquelle a servi Guderian, qui est la division de fer, parce que les forces allemandes se sont réorganisées, donc en fait, ils ont fait venir, pour diriger toute cette espèce d'énorme foutoir, ils ont fait venir un officier connu pour sa poigne, qui s'appelle Rüdiger von der Goltz. C'est un officier supérieur allemand, un général, qui a aidé les Finlandais à gagner la guerre civile de 1918. C'est lui qui a mis les bolcheviks hors d'Helsinki. Donc c'est un monsieur qui a une réputation. Il vient donc à Libau, puisqu'ils sont encore dans leur petite enclave de Libau, et il va reconstruire les forces qui vont permettre de chasser les bolcheviks. Il a à sa disposition ses corps francs, la fameuse Landwehr des Baltes et la division de fer où Guderian travaille pour le compte de la Reichswehr à Berlin, mais en même temps, de plus en plus, ça va devenir son affaire personnelle, jusqu'à un moment où il va basculer et épouser les idéaux et les objectifs de son chef immédiat, Joseph Bischoff, le major Bischoff, qui commande la division de fer. Qui lui est un aventurier, mais qui a fait... fou. Et juste, on peut dire, ça fait pour faire le lien avec l'ouvrage sur Guderian, où vous montrez bien que c'est là que toutes les conneries que Guderian racontera après la guerre, de moi, vous savez, tant que ça n'a pas déchenillé une tourelle, je connais pas, je comprends pas la politique, c'est pas mon truc. En fait, non, c'est pas vrai. Dès la Première Guerre mondiale, il a tout à fait des idées politiques. Il est tout à fait capable de s'enthousiasmer par des trucs politiques, anti-bolcheviques. Il y a de l'antisémitisme aussi dedans quand il croise des juifs, etc. C'est un peu sur ce truc-là que son côté... moi je suis le technicien des Panzers et rien d'autre, c'est Choura définitivement, quoi. Oui, bien sûr, là, c'est des masques, on voit bien un homme qui... Parce que c'est vraiment une sorte de croisade, enfin pas une croisade, mais il y a un côté utopique, enthousiasmé, charismatique, etc. C'est une aventure pour laquelle des gens se prennent. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le panneau de la propagande allemande de l'époque et même de ce qu'écrivent beaucoup d'auteurs anglo-saxons. En réalité, je pense que la croisade anti-bolchevique, c'est un masque. C'est quelque chose dont les Allemands vont jouer. La réalité, c'est qu'ils veulent récupérer le Baltikum pour eux. C'est une volonté hégémonique et néocoloniale, ou coloniale tout court, pardon. En réalité, von der Goltz va tout faire pour que les bolcheviks ne partent pas trop vite. Parce que le jour où il n'y a plus de bolcheviks, Foch va leur dire maintenant vous rentrez à la maison. D'autant plus, je vous rappelle qu'il y a quand même la flotte britannique qui garde la totalité des côtes. Et le traité de Versailles n'est pas encore signé. Et le traité de Versailles n'est pas encore signé. Parce que là, on est au printemps 1919. On est au printemps 1919. Et le traité de Versailles, c'est le 28 juin. Et je pense que c'est la clé de la raison pour laquelle, alors que quand il sort de son enclave de Libau, j'ai étudié de près cette campagne, mais les Allemands, c'est une promenade de santé. L'armée rouge se débande, ils fuient comme des moineaux, c'est à peine si on tire. Il aurait pu reprendre Riga, il aurait pu aller jusqu'en Estonie s'il avait voulu von der Goltz. Or, il s'arrête à mi-chemin. Il s'arrête en février, et pendant 2 mois, on ne fait rien. Pendant 2 mois, on attend. Donc, on accumule les matériels. On attend quoi ? On attend de revenir sur ce qui allait... Selon von der Goltz, ça a été une erreur, c'était de reconnaître la République lettonne. C'est le fait d'August Willich, il a reconnu trop vite, après von der Goltz en décembre 18, cette République lettonne. Rüdiger von der Goltz fait organiser un coup d'État par la Landwehr balte. On éjecte Ullmann Lys et à sa place, on a une marionnette, un pasteur luthérien qui s'appelle Niedra. Une fois que ça s'est assuré, alors là, oui, on peut passer à la conquête du Baltikum. Et là, ils se déchaînent en mai, c'est la grande offensive. Ils attrapent Riga, ils sautent la rivière Dvina et ils marchent vers le nord, vers l'Estonie. Les Rouges fuient. Ils fuient tellement que von der Goltz est complètement dérouté. Il dit, mais ils s'en vont trop vite. Il voit bien qu'il y a un moment où... Et puis, alors... On peut pas, c'est pas un isolat, la Lettonie, ça dépend énormément de ce qui se passe en Estonie. Or, en Estonie, grâce à l'appui de la Royal Navy, les Estoniens battent aussi l'armée rouge très facilement. Sauf que la moitié de l'armée estonienne, c'est des Lettons, des fusiliers lettons. Donc, il arrive un moment où on va se retrouver face à face les Estoniens lettons qui marchent vers Riga
et au sud, Rüdiger von der Goltz qui sort de Riga. Et tout ça se retrouve à Wenden, champ de bataille violente, les Allemands sont battus. Si les personnes qui nous écoutent ne comprennent pas ce qui se passe, c'est normal, parce que les participants eux-mêmes, on est dans une confusion. Ce qui s'en rapprocherait à la limite, c'est la guerre civile syrienne, c'est-à-dire des groupes semi-autonomisés qui se battent à front renversé, des changements d'allégeance, des lettons pro-bolcheviques, des Russes pro-allemands. On a vraiment une confusion généralisée dans cette zone pendant tout le début de l'année 1919. Et on a oublié les Russes, ils sont là. Il y a l'armée Yudenich qui est en Estonie qui veut prendre Petrograd, mais il y a aussi une petite armée menée par un fou, un escroc, qui s'appelle Bermont, et qui se fait appeler Prince Avalov, et qui lui monte aussi une petite armée avec l'appui des Allemands, qui ne fait rien au début, rien du tout. Mais enfin, elle est là et elle va servir après. Donc les Allemands choquent avec... les Estoniens, les Baltes, ils perdent Wenden, et à ce moment-là, les Alliés se comprennent, le double jeu allemand, l'armée rouge a été battue, les Soviets sont partis, donc ordre est donné à Berlin, rappelez vos gars à la maison. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et Guderian est là. C'est là que c'est fascinant, mais alors, et il faut dire peut-être un mot des... C'est pour ça qu'on en parle aussi, ils sont complètement allumés. Bon, ça c'est drôle, mais la partie qui est moins drôle, c'est les contours de la guerre. C'est-à-dire, c'est pas par hasard que Ernst Salomon parle de bandes de soudards médiévaux. C'est que, en fait, c'est ça qu'ils font. C'est parce qu'ils se pensent en contexte de contre-guérilla, etc. Et du coup, dans un pays que par ailleurs, ils pensent en... Ça c'est très intéressant que vous décrivez. Vous dites, ils se pensent dans un pays inférieur en lambeaux où il n'y a rien, etc. Sans voir qu'en fait, c'est la guerre qui a fait ça, qui a fait un pays en lambeaux. Mais du coup, ils ont comme des Allemands, quoi. Ils ont un complexe de supériorité fou. Et du coup, ils ravagent le pays avec une sauvagerie qui marque tout le monde, en fait. Tous les témoins le disent, allemands. Ouais. On va quand même rappeler que les Rouges n'ont pas été tendres. Ça a été épouvantable dans leur région. Les Allemands, ça va être épouvantable. Et du côté des Lettons, ça va être épouvantable. Parce que vous avez la superposition d'une guerre de classe avec une guerre ethnique. Les deux haines se potentialisent l'une l'autre. Et le résultat, c'est vrai qu'il est épouvantable, le pays est complètement ravagé. Pour ça, je disais, c'est un peu le martyr des nations de 1918, la Lettonie, on l'a oublié. Alors, on va passer sur les détails, parce que les détails, ils sont innombrables, mais la fin de l'histoire, c'est que quand même la division de fer à laquelle est intégré Guderian se mutine. Alors, elle ne rentre pas à Berlin comme l'exige le gouvernement social-démocrate, elle se mutine. Et elle se mutine pour quoi faire ? Absolument inouï. Elle se mutine pour passer sous commandement russe blanc, le fameux Avalov-Bremont, avec un objectif, alors cette fois-ci encore plus dément que le précédent, ce n'est pas seulement de combattre pour rattacher le Baltikum au Reich, c'est aller à Petrograd, battre les Soviets et créer une alliance des réprouvés du traité de Versailles, un axe Berlin-Moscou qui va permettre à l'Allemagne de reprendre la guerre. Et c'est fascinant, parce que c'est complètement con, mais en même temps, c'est très Guderian comme idée. Il mord là-dedans. Alors, ça se passe pas bien par ici, on accélère. Et on essaye de taper Saint-Pétersbourg, pourquoi pas. Oui, et puis d'un point de vue géopolitique, ça a du sens. Et d'ailleurs, le traité de Rapallo, le rapprochement des réprouvés, voilà. ça marche, mais ça marche. L'idée qu'on allait le faire avec une division, c'était peut-être pas totalement réaliste. Non, ça marche, mais avec les Soviets, avec la Russie soviétique. Et ça, c'est l'intelligence supérieure de von Seeckt qui fait rentrer tout le monde dans le rang et qui dit... Von Seeckt, c'est le chef de ce qui reste de l'armée allemande après 1918-1919. Où von Seeckt fait rentrer dans le rang les officiers des corps francs, et notamment Guderian, qui est rappelé à sa base à Bartenstein et prié d'y rester. Il est quasiment mis aux arrêts de rigueur alors qu'il s'est mutiné. Il était prêt à passer sous uniforme russe. Quand on connaît la suite, c'est assez piquant. Que fait la Royal Navy pendant ce temps dans la Baltique ? Alors, la Royal Navy, elle a un axiome, c'est no boots on the ground. On reste sur les bateaux, mais c'est très important parce que... Vous avez une certaine postérité avec une efficacité oui. à jamais démontrée. C'est important parce qu'ils bloquent la flotte rouge à Kronstadt, donc les Russes ne peuvent pas sortir du golfe de Botnie, ils ne peuvent pas venir opérer des débarquements sur les arrières des Estoniens, et ils servent d'artillerie à longue portée, notamment aux Estoniens. Ils ont un rôle important. Quand, lors du coup d'État qui vire Ulmanlis au profit de Nidra, Ulmanlis se réfugie sur un bateau
qui est sous la protection de la Royal Navy, et on a un gouvernement en exil sur un bateau de Sa Majesté. Ils sont là. Ils fournissent également quelques armes, des prêts. C'est eux qui font tourner la machine. Et le pays n'évite un drame humanitaire absolu que parce que les Américains, qui au début voient d'un mauvais œil l'indépendance des Lettons, ils les soupçonnent toujours d'être des bolcheviks. Ça, c'est quand même un truc qu'ils ont assez fort à l'époque. Ça se voit d'ailleurs ils n'ont pas tort. Hoover, donc la fameuse administration pour l'aide à l'Europe de l'après-guerre, Hoover arrive et met le paquet. Et en fait, ils empêchent la famine, notamment dans toute la région de Riga. Donc en fait, c'est un champ de foire international. On a la Royal Navy. Il y a une petite flotte française, commandée par Brisson, qui va rentrer et se battre dans la Dvina, qui va sauver Riga lors de la deuxième attaque des corps francs. Donc la Royal Navy, les humanitaires américains, il y a les Russes blancs, il y a les bolcheviks russes, il y a les lettons bolcheviks, il y a les nationalistes estoniens, les nationalistes lettons. Je précise que dans la biographie de Guderian, on ne trouvera pas de carte de ce conflit à bon droit et pour des raisons assez logiques, parce qu'on voit bien l'espèce de bordel que c'est, et que pour mettre des flèches, ce serait compliqué. Finalement, l'armée lettonne nationaliste l'emporte. Elle se débarrasse définitivement des Allemands, avec un épisode quand même important que je dois citer, c'est qu'à un moment donné, la Landwehrwald comprend que son avenir n'est pas avec cette armée allemande qui est en déroute. Donc il passe un accord avec Ulmanlis. Ok, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble. Et Ulmanlis les intègre dans la petite armée lettonne. Après, il va les fractionner pour les diviser. Mais très intelligemment, les Baltes ont compris que, vous savez, c'est la fameuse phrase du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et pour que tout change, ça veut dire, bon, vous allez nationaliser quelques propriétés de barons baltes, mais on va garder l'essentiel. On n'est plus des Allemands, on n'est plus sujet de l'Empire russe. On va être des citoyens lettons, si vous voulez qu'on soit des citoyens lettons, du moment que rien ne change au niveau des structures sociales. Si on se place maintenant du côté de jeunes combattants allemands, trop jeunes pour combattre au chemin des dames, mais qui sont engagés plein d'espoir d'avoir une propriété en terre lettonne et de vaincre les rouges, c'est un immense fiasco, et un fiasco qui génère du ressentiment, et du coup un fiasco qui est aussi un des leviers idéologiques, pas le seul évidemment, mais du nazisme. On va retrouver pas mal de ces gens finalement participant au grand rêve de germanisation de l'Est dans la Seconde Guerre mondiale, et qui le fantasme et le projette dès les années 1930. Quelqu'un comme Rudolf Höss a fait partie de ces corps francs, qui est le futur dirigeant du camp d'Auschwitz, a fait partie de ces corps francs. Alors, il y a une étude qui est parue en Allemagne il y a quelques années et qui a vraiment fait un comptage assez méticuleux. On a un peu exagéré. Les corps francs n'étaient pas tous des proto-fascistes. Ouais, c'est pas des vases communicants exacts. Non. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rejoint le nazisme. Ça, c'est certain, mais il est aussi incontestable que c'est un sas de radicalisation pour un certain nombre de chefs nazis, comme ça le sera d'ailleurs la grande déportation opérée par les Russes en 1915 lorsqu'ils virent tout le monde devant l'armée allemande. Il y a un jeune étudiant d'architecture de Riga, un balte allemand qui s'appelle Rosenberg, qui va se retrouver dans le Caucase, déporté par l'armée russe, et on sait qu'il sera un des idéologues plus tard du Troisième Reich, de même que Richter, qui sera un des hommes les plus proches de Hitler, est aussi un balte. Enfin, ceci dit, dans l'histoire allemande, des baltes, il y en a partout. Partout, ça a été... c'est ce chevauchement de la guerre de classe avec la guerre nationale qui donne ce côté inexpiable, et de la Première Guerre mondiale, évidemment, qui donne ce côté inexpiable. Et finalement, ils n'en sortent qu'en 1920. Et je vous ai épargné l'intervention des Polonais à la fin de 1920, qui aident finalement les Lettons à s'emparer de la dernière province qui était aux mains des Soviets, la Latgalie, c'est la région de Daugavpils aujourd'hui, bien connue de nos auditeurs, et qui leur permettent de refaire une unité nationale complète à partir de 1920 et de signer un traité de paix avec les Soviets, car les Soviets, très intelligemment, ont été les premiers à reconnaître ces trois républiques soviétiques. Non sans arrière-pensée, on a une lettre de Staline qui montre que ça durera ce que ça durera.
Je vais préciser pour les auditeurs qui ne regardent pas le podcast en vidéo que vous n'avez pas une seule note et que ça n'est par ailleurs pas exactement le centre de votre biographie sur Hugo Derian, et c'est vraiment un tour de force que non seulement vous ayez cité tout ça avec les dates et les noms à chaque fois. Et bravo et merci beaucoup Jean Lopez. Ouais, mais en fait, on attend le livre maintenant parce qu'il n'y a rien en français sur le Balticum. Non, il n'y a rien. Non, vous voulez pas nous en faire un? C'est compliqué. Alors, le problème, je vous passe commande au nom de j'aurais l'allemand, édition Le Fil de l'Épée. Les sources allemandes et anglaises, ça irait, mais il me faudrait quelqu'un pour me tirer du Balte. Parce que les Baltes ont énormément écrit. Il y a beaucoup de sources que les sources du gouvernement. On lance un appel au micro. Mais on les a pas. Pour des collaborations. Il faudra un jeune étudiant letton. Sylvain Guggenheim ne lit pas le Balte. Comment? Sylvain Guggenheim ne lit pas le Balte, peut-être. Je sais pas. Merci beaucoup Jean Lopez. Merci. Donc on rappelle les références par ailleurs de votre biographie de Guderian, Le Maître des Panzers, paru aux éditions Perrin. C'était donc un nouvel épisode de ces conflits oubliés, méconnus, dont on parle dans le podcast Le Fil de l'Épée, un podcast co-animé par Alexandre Jublin et André Loès, diffusé par Binge Audio. Et comme toujours, que vous pouvez retrouver et que vous pouvez surtout... pour lequel vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, noter, etc. 5 étoiles. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou encore désormais YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.